Salut les petits fous à la crème et bienvenue dans Psychorama pour la troisième partie du cycle consacrée à la perversion. Si vous avez visionné les 2 épisodes précédents, vous savez désormais comment la psychanalyse a théorisé la perversion chez le garçon. C'est un moyen de se défendre contre l'angoisse de castration, autrement dit, la menace de perdre son pénis. Et pour les filles alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, une histoire de perversion au féminin. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Selon Freud, les petites filles ne sont pas confrontées à l'angoisse de castration, mais au complexe de castration, qu'on appelle aussi l'envie du pénis. Qu'est-ce qu'il y a, les deux du fond? Mais non, l'envie du pénis, c'est pas un personnage d'Astérix et Cléopâtre. Ça va, je vous dérange pas, je peux poursuivre? Je vous avais oublié cela. Alors en gros, la petite fille se rend compte que son père a un pénis, et donc elle en veut un. Je veux le même. Pour le définir plus précisément, selon le vocabulaire de la psychanalyse de Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, l'envie du pénis naît de la découverte de la différence anatomique des sexes. La petite fille se sent lésée par rapport au petit garçon et désire posséder comme lui un pénis. Et puis, lorsque la petite fille grandit, cette envie du pénis se décline sous 2 formes, envie d'acquérir un pénis à l'intérieur de soi, principalement sous la forme du désir d'avoir un enfant, et envie de jouir du pénis dans le coït. Donc contrairement au garçon, elle n'a pas peur qu'on la punisse en lui coupant le kiki, mais elle doit se faire à l'idée qu'elle a déjà été amputée. C'est une victime en fait. Elle est punie avant même d'avoir commis une faute. C'est Minority Report dans ta culotte. À moins qu'elle ait déjà commis une faute. Mais oui, le péché originel. Dans l'Ancien Testament, influencée par Satan en personne, Ève, la toute première femme, goûte au fruit de la connaissance qui lui était interdit. Et comme si ça ne suffisait pas d'être influençable et visiblement attirée par les fruits et légumes, elle va en plus corrompre Adam en le rendant complice de son crime. Et c'est à cause d'elle que, depuis, on doit travailler, on souffre, bref, la vie c'est de la merde. Tout ça parce que Madame avait décrété que la pomme était un fruit soi-disant riche en pectine et en antioxydants qui ralentissent le stockage des graisses et le vieillissement des cellules. Oh, mais puisqu'on vous dit que c'est interdit, faites comme nous. Mangez du gras et de la viande. C'est peut-être pas très bon pour la ligne, mais au moins c'est autorisé par le patron. Et on retrouve des équivalents du péché originel dans d'autres cultures. Par exemple, dans la mythologie grecque, initialement, les humains étaient tous des mâles. Et puis, Zeus décida de leur jouer un vilain tour. Car Zeus était le dieu tout-puissant, Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. mais aussi le dieu de la déconne, un peu le Franck Ribéry de l'Olympe. Pouet, pouet. Donc il créa la première femme, Les copains, j'ai une idée géniale. On va bien se marrer. et il lui donna un nom de voiture, Pandore. Il lui confia également une boîte en lui interdisant de l'ouvrir. Alors évidemment, elle ouvrit la boîte, parce que c'est une femme, voilà. Oh super, une boîte. J'adore les boîtes. Et puis les légumes aussi. C'est bon les légumes. Oh, c'est une belle boîte, hein. Oh là là, couleur taupe. Avec un peu de chance, dedans il y a un plaid. Tadadam. Est-ce que c'est un plaid? Ouh. Ah bah non, c'est pas un plaid. Bon, ben oui, bof. Ce que vous venez de voir est une libre adaptation du mythe de Pandore, tentant de restituer la psychologie grecque antique et le regard des hommes de l'époque sur les femmes. Nous déclinons toute responsabilité pour des propos qu'on pourrait qualifier de sexistes, misogynes ou machistes, ce qui veut dire à peu près la même chose. Merci de ne pas nous contacter pour vos plaintes, mais plutôt l'ambassade de Grèce, les vrais responsables au 01 47 23 72 23. Bref, pour vos plaintes, allez voir chez les Grecs. Et c'est à cause de l'incorrigible curiosité de Pandore que tous les pires malheurs se répandirent sur la Terre. Alors on ne sait pas si Pandore avait, elle aussi, un pénis. Mais la légende raconte que c'est seulement depuis cette faute Que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. que l'homme doit ensemencer la femme avec son pénis pour se reproduire. Vous vous rendez compte? À cause de Pandore, on est obligé d'avoir des rapports sexuels. Mais c'est horrible! Et si ça se trouve, Ève aussi avait un pénis. Ah oui, finalement on ne sait pas à cause de la feuille de vigne. Mais après tout, peut-être qu'on lui a coupé après qu'elle ait croqué la pomme interdite. Bref, tout ça pour dire que dans plusieurs cultures, on retrouve ce mythe de la femme fautive. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les filles seraient punies, avant même leur naissance, par une ablation du pénis. Oui, j'avoue, c'est un peu tiré par les poils pubiens tout de même. Ok, mais alors comment une petite fille devient-elle une femme perverse? Eh ben,
Figurez-vous que ça n'a pas été réellement théorisé par Freud. Il faut croire que ça l'intéressait pas. Pourtant, Freud évoque aussi des cas de femmes perverses, mais l'ennui c'est qu'il n'explique la perversion qu'à travers le développement psychique du petit garçon. Et pourtant, l'angoisse de castration à l'âge adulte, c'est-à-dire l'angoisse d'une punition sanctionnant un désir interdit, c'est censé être l'angoisse principale de tous les névrosés, y compris les femmes. Mais attention, c'est pas comme si Freud et Lacan, les deux plus grosses tronches de la psychanalyse, n'avaient rien écrit sur le sujet. Par exemple, l'envie du pénis expliquerait le lien mère-enfant. C'est même ce qui permettrait à la petite fille, dépourvue de pénis, de devenir une vraie femme dotée d'un phallus. L'enfant est le substitut du pénis qui lui manque. Vous vous rappelez la différence entre le pénis et le phallus? Le pénis, c'est l'organe anatomique, tandis que le phallus désigne la fonction symbolique remplie par le pénis. En gros, monsieur a sa voiture et madame a son enfant. Donc ce que Freud appelle l'authentique perversion féminine, c'est quand l'enfant devient le fétiche à la place du phallus manquant à la mère. Du coup, cela a permis à d'autres auteurs de développer des théories sur les mères perverses, des mères toutes puissantes, faisant de leur enfant leur objet fétiche en leur interdisant toute existence autonome. Ce qui est une recette relativement efficace pour en faire eux-mêmes des psychotiques ou des pervers. Ah ça, le reproche à la mère en psychanalyse, on sait faire. Hein. Bon, mais alors quoi alors elles sont névrosées et puis tout d'un coup elles deviennent mères et elles se transforment en perverses? Bah non, ça marche pas. Si une mère est perverse, c'est probablement qu'elle était déjà structurée sur un mode pervers. Non, attendez, une mère qui fait de son enfant son fétiche, c'est pas une perverse, c'est une mère juive. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant il vient me critiquer que je suis pas morte. Vers la fin de sa vie, Freud aurait finalement reconnu que, en fait, il savait pas trop ce que veulent les femmes. Et oui, l'histoire d'une vie d'homme. Tiens d'ailleurs, j'ai sous les yeux ses dernières paroles. Ah, j'ai mal. Mais c'est que va qu'elle voulait les femmes à la fin, hein, Donnerwetter? Ah, ça me gratte. Oui, normalement, il faudrait un accent yiddish, autrichien. Mais bon, je sais faire que l'accent belge, alors... Bref, reprenons. Mais à quoi elle pense? Ah, Lionelovitch, disez-moi, poi poi poi. Pourquoi les femmes sont les femmes, hein? Himmel. Je sens que je parte. Ça me grattait de la schmock. C'est ça qu'elle voulait? Une schmock. Ces paroles sont tirées de sa biographie interdite. Freud, je ne comprends pas tout ce qu'il a dit, mais ça le grattait à la fin. Traduit par un certain Lionelovitch. Et Lacan, le grand continuateur de la pensée de Freud, en arrive à la conclusion que la femme n'existe pas. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Mais ben, elles n'existent pas, voilà. Voilà où elles sont. Elles n'existent pas. Elles sont nulle part. C'est ça le truc. Patrick Juvet, il aurait dû lire Lacan. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? N'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Cela traduit-il, comme pour Freud d'ailleurs, une incapacité d'homme à penser la femme? Ou bien qu'il était en plein spleen, un vendredi soir, chez lui, après s'être pris un énième râteau par Ginette du 3e étage? Ouais, bah puisque c'est comme ça, t'existes pas. Voilà, 1, 2, 3 tertiel, t'existes plus. Tiens, je vais faire une petite théorie psychanalytique sur les gonzesses, ça va bien lui rabattre le caquet à la Ginette. Je te dédie ces mots. Ou alors Lacan est-il tout simplement un gros phallocrate misogyne? Si vous aussi, vous en avez assez des traces de calcaire sur vos verres, faites comme moi. Allez! Changez de femme. Ou encore, puisque pour Lacan, le phallus n'est pas le pénis, cela voudrait dire qu'il n'existe pas de genre psychique. Une femme peut avoir un phallus sans avoir de pénis, et un homme peut avoir un pénis sans avoir de phallus. Donc un homme peut être une femme, et une femme peut être un homme. Enfin ça dépend comment dégénère la soirée. Tiens Patrick, t'es déjà habillé pour demain, t'es superbe. Ouais, là ça devient un petit peu compliqué. Même si je vois que les Dudufont s'excitent encore. Eh oh! Vous arrêtez sinon j'appelle Christine Boutin. Alors... Oh putain, ça les excite encore plus. Très franchement, et même si le doute subsiste, je ne crois pas que Lacan soit misogyne. Christine, reviens car je t'apprécie énormément. Oui, mais on n'y croit pas malheureusement, président. Le geste du doigt c'est bien, mais il faut être plus convaincant, plus sincère. Hein. D'accord. Détendez-vous, soufflez un peu là. Voilà. D'ailleurs, il affirmera même que le sexe mâle est le sexe faible au regard de la perversion. Il dira aussi que la perversion est plus fréquente chez les hommes
que chez les femmes, ce qui est quand même un petit peu en dessous de ses qualités d'élaboration habituelles. Mais oui, Jacques, tu nous avais habitués à mieux sur ce coup-là. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas pris ton petit déjeuner des champions? T'avais pas de céréales? Bon, enfin. Concernant la femme, Lacan dira quand même qu'elle a affaire à une jouissance dont elle ne peut rien dire. En fait, elle ne comprend pas elle-même ce qu'elle désire. En même temps, elle n'existe pas, alors on va pas lui demander de comprendre, hein. Bon, en fait, d'accord, peut-être que Lacan était un peu misogyne. Tout petit peu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en désin. Qu'elle le taise, je le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Alors, Freud ne comprend pas les femmes, Lacan interprète Freud, et personne ne comprend Lacan. Enfin, à part bien sûr les lacaniens. Plusieurs d'entre eux développent l'idée que la femme fétichiste, et donc perverse, assume le rôle du fétiche. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. En fait, elle n'est pas fétichiste, mais fétichée. J'ai bien dit fétichée et pas fétichisée. Je sais pas pourquoi c'est important, mais chaque mot est important chez les lacaniens, donc je voudrais pas dire de conneries, donc on va rester sur fétiché, ok? Ouais, après on va me dire « Ouais, j'ai jamais dit ça, j'ai dit fétiché, j'ai pas dit fétichisé. » Ça va peut-être pas dire la même chose, bon. C'est pas qu'elle veut avoir un phallus, mais plutôt qu'elle est le phallus. Du coup, certains lacaniens estiment que la perversion sexuelle féminine se résumerait à des composantes masochistes ou exhibitionnistes. ¿Alguna vez practicaron actos sadomasoquistas? ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? Plus récemment, en 1999, François Sirois attribue à la femme perverse, je cite, « le désir d'être admirée plutôt qu'aimée, exerçant une fascination plus qu'un attrait, inaccessible et impénétrable. » I'm not bad. I'm just drawn that way. Wow, classe, non? Ça a l'air bien d'être une femme perverse. Ouais, pour moi, ça ressemble plus à un fonctionnement hystérique, donc névrotique, que pervers, mais bon, mettons. Ou quand elle a des besoins tyranniques, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus quart d'heure. Alors tout cela est très poétique, hein, mais ça ne nous explique pas quelle angoisse, comparable à celle de castration, serait à l'origine du clivage du moi chez une femme perverse. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a vu que le clivage était le mécanisme de base des personnalités perverses. Et en 2003, un autre lacanien, Didier Castanet, nous explique que la véritable femme perverse s'identifie à la mère phallique qui châtiera les hommes. Ah ouais, mais non! Avec Ève, Pandore, le péché originel, tout ça, on avait trouvé un super truc qui nous avait permis de conquérir le monde peinard, pendant que Boban restait à la maison. Ah non, si c'est comme ça, moi je joue plus, hein. Oh. La psychanalyse, c'est plus ce que c'était, hein. Cette idée de femme perverse qui punit les hommes répond peut-être partiellement à cette question du clivage de la personnalité engendré par le déni de la différence des sexes. Bah oui, si j'ai bien compris, la femme perverse, elle serait dans le déni de sa propre castration originelle, et son fétiche, ce serait l'absence de pénis chez l'autre, la castration, pour démontrer que l'homme non plus n'a pas de pénis. Ou plutôt que l'autre, homme ou femme d'ailleurs, n'a pas de phallus. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. En fait, les femmes perverses seraient des castratrices. Eh, mais j'en connais. Ah, mais laissez mon pénis tranquille. C'est le mien. Allez voir un psy. Non mais... Bon, mais on voit quand même que ça mériterait d'être approfondi avant de constituer une véritable théorie. Du coup, il y a un vide théorique. Et tous les autres auteurs qui ont tenté de remplir ce vide n'ont fait qu'en soulever les contradictions. Alors, quoi penser de toutes ces théories? Quelle en est la réalité clinique, celle du terrain? Premièrement, si on oppose névrose et perversion. Concernant la névrose, on constate qu'il n'y a plus aujourd'hui de réelle différence entre hommes et femmes. Have you ever been mistaken for a man? No. Have you? Oh, gosh, It is too bad. Du temps de Freud, il y avait bien une névrose typiquement féminine, la névrose hystérique. Le terme hystérie vient d'ailleurs du mot utérus, mais avec le temps, non seulement les manifestations de cette névrose ont évolué, mais désormais les hommes peuvent aussi tout à fait présenter des traits hystériques. Et alors l'angoisse de castration, qu'on pourrait résumer par un conflit entre le désir et l'interdit, c'est la base de toute névrose, pour les hommes comme pour les femmes. Tiens, mais c'est vrai ça, on n'a jamais théorisé de névrose masculine. Une névrose testiculique. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Ça pourrait. Ensuite, concernant la sexualité, cette idée de femme fétichée qui reviendrait à dire soit que la perversion sexuelle des femmes s'exprimerait uniquement sous la forme de l'exhibition ou du masochisme, soit que les femmes perverses seraient en quelque sorte des allumeuses, bah c'est faux. Voilà, c'est tout, c'est faux. Qu'il s'agisse de vêtements, de parties du corps ou de pratiques sexuelles préférentielles, il existe bien une dimension fétichiste chez la plupart des êtres humains, y compris les femmes. D'ailleurs, l'évitement de la pénétration génitale, ça peut s'expliquer autrement que par la perversion. Le vaginisme, par exemple, c'est-à-dire la peur et la douleur associées à la pénétration. Bah, ça, par exemple, c'est plus un symptôme hystérique, et donc névrotique, que pervers. Et pourtant, cela peut aboutir à une sexualité dite perverse, c'est-à-dire partielle, non génitale. Enfin, au niveau de la personnalité, on a vu précédemment que le clivage du moi, c'est-à-dire l'absence de conflit entre le ça et le surmoi, était la base du fonctionnement pervers. Et ça, c'est également valable pour les hommes comme pour les femmes. Et on parle de personnalité perverse lorsque ce clivage engendre un besoin d'emprise, d'exercer un sentiment de toute puissance sur l'autre, généralement sur des personnes vulnérables. On notera quand même que les femmes perverses se retrouvent moins fréquemment poursuivies en justice pour des transgressions pénales, comme de l'escroquerie ou des infractions sexuelles par exemple. Les hommes pervers ont plus souvent une dimension de défi face à la loi, aux règles sociales, tandis que les femmes perverses auront généralement, tendance à abuser d'une situation de pouvoir à leur disposition, d'un statut, que ça soit en tant que mère ou dans une profession impliquant une influence sur le sort des autres. On dirait que vous aimez jouer, non? J'ai une licence de psychologie, alors ça coule de source. Ou même en tant que supérieure hiérarchique, ou encore une position dominante dans le couple, la plupart d'entre elles vont avoir l'intelligence de respecter les règles établies, contrairement à de nombreux pervers masculins, finalement plus immatures, qui ne peuvent pas s'empêcher de tricher et qui se font plus souvent gauler. Coucou Jean-Marc Morandini. Voilà pour aujourd'hui. Vous savez désormais comment la psychanalyse n'a pas vraiment réussi à théoriser la perversion féminine. Et je terminerai par cette citation de Jackie Bourillon. Non, les deux du fond, ce n'est pas son pseudo de Sibi, mais c'est son vrai nom. Une citation qui résume bien la perversion, qu'elle soit sexuelle ou morale, narcissique, diraient certains, et aussi bien masculine que féminine. Le pervers n'est pas conscient d'être instrumentalisé par ses propres fantasmes, lesquels consistent à transformer autrui en marionnette inanimée. Je la redis pour les deux du fond qui n'écoutaient pas, le pervers n'est pas conscient d'être instrumentalisé par ses propres fantasmes, lesquels consistent à transformer autrui en marionnette inanimée. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous parler de ma femme, ou plutôt je devrais dire de mon ex-femme. Puisque il se trouve que je l'ai faite taxidermiser l'année dernière. Alors, les avantages de la femme empaillée, c'est quoi? Bah d'abord, ça fait quand même un souvenir, hein, c'est assez agréable. Ensuite, ça demande peu d'entretien, hein. Et puis surtout, c'est des soirées tranquilles, calmes. Là, je vois, pour ce week-end, je me suis préparé mon petit programme télé, hein, comme tous les week-ends. Bah, je vais pouvoir le regarder peinard, sans me faire interrompre. Et ça, c'est inestimable. Côté bibliographie, je ne peux pas vous conseiller grand-chose malheureusement, puisque, vous l'avez compris, la perversion féminine a été très peu et mal théorisée par la psychanalyse. Mais si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas trop rebuté par les émissions un peu intello, je vous conseille la seconde partie des mots de la psychanalyse sur France Culture, La femme existe-t-elle? Ça ne parle pas de perversion, mais des femmes, et vous verrez que c'est déjà un sujet complexe. Dans le prochain épisode, je laisserai partiellement de côté la psychanalyse pour vous parler plus de psychiatrie et plus particulièrement de l'histoire d'une catégorie de perversion, l'homosexualité. Un sujet qui picote. En attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.